Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur BFM TV, il est 21h. Jérôme Cahuzac l'avait dit en février, il redoutait plus que tout d'être derrière les barreaux. L'ex-ministre du budget a été condamné, aujourd'hui on appelle à une amende et 2 ans de prison ferme, une peine ouvrant donc la voie à un aménagement immédiat. Décision équilibrée pour son avocat. De nombreuses voix crient, elles, au déni, au beau jour pour la République du soupçon. On va en discuter avec nos invités sur ce plateau ce soir. Patrick Maisonneuve, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocat, auteur de Justice et politique, le couple infernal aux éditions Plomb. Merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Evelyne Tirmarin. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes magistrate, vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Et Bruno Jeudi. Bonsoir Bruno. Bonsoir Nathalie. Éditorialiste politique BFM TV. On livrera aussi les réactions politiques à nos téléspectateurs avec vous dans une petite minute. Et puis la communauté internationale qui s'inquiète après les violences et le lourd bilan côté palestinien hier dans la bande de Gaza, à la frontière avec Israël. Londres, soutenu par Berlin, réclame l'ouverture d'une enquête indépendante sur ces événements. L'ambassadrice américaine à l'ONU a réitéré tout à l'heure son soutien inconditionnel à Israël. On fera le point depuis New York, entre autres, et puis avec nos invités en plateau. D'abord, le journal qui vous est présenté par Rachid Embarki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Nathalie. On commence avec un témoignage ce soir sur BFM TV. Un témoignage important, celui d'un des policiers qui a neutralisé Khamzat Azimov samedi soir à Paris. Le terroriste avait déjà à ce moment-là tué un passant et poignardé plusieurs personnes lorsqu'il s'est trouvé face à face avec ce fonctionnaire. Il marche vers nous, donc d'un pas déterminé. Donc en criant je vais vous planter, tire, tire. Quand il arrive sur moi à peu près à 4-5 mètres, là je déclenche le tir. Le taser n'a pas été efficace, ça n'a pas fonctionné. Donc à partir du moment-là, un de mes collègues comprend tout de suite que ça commence à être dangereux. Donc il sort son arme, il touche mon collègue au niveau du torse. Donc, et mon collègue là, il riposte et il tire. Et donc ils tombent tous les deux, il emporte mon collègue au sol. Donc l'individu sur mon collègue, il arrive à se relever, il fait quelques pas en titubant. Et là il tombe sur le dos. Et donc après, il convulse un petit peu et je comprends, là il bougera plus. Il aurait pu avoir un carnage, il aurait pu continuer dans la rue, parce qu'on était un samedi soir, donc il y a beaucoup de monde. Donc voilà, qu'il y a encore d'autres blessés ou d'autres morts. Voilà, propos recueillis par Sarah Lou Cohen et François Pitrel. J'ajoute que les parents du terroriste qui était en garde à vue ont finalement été remis en liberté. En revanche, la garde à vue de son ami a été prolongée. Les députés et les membres du gouvernement ont rendu hommage à Ronan Gonnet cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ils ont observé une minute de silence et adressé leurs vœux de rétablissement aux personnes qui ont été blessées dans cette attaque terroriste de samedi soir dans le quartier Opéra à Paris. Jérôme Cahuzac a été condamné à 4 ans de prison. 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment. L'ancien ministre du Budget pourrait toutefois échapper à la détention si le juge d'application des peines décide un aménagement. Cette décision est équilibrée. Elle rappelle évidemment la gravité des faits, elle rappelle le mensonge de Jérôme Cahuzac. Elle rappelle sa responsabilité dans toute sa plénitude. Elle rappelle aussi sa personnalité. Elle rappelle aussi ses fragilités et ses failles. Évidemment, Jérôme Cahuzac, comme nous l'avons dit, ne mérite pas la prison. La prison, c'est fait évidemment pour sanctionner. C'est fait aussi pour réinsérer. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas de sens. C'est fait aussi pour mettre les gens dangereux à l'abri et à l'écart. Et très franchement, là non plus, ça n'avait pas de sens. Hervé Renard défend sa fille sur Twitter. L'entraîneur de l'équipe du Maroc estime que justice sera faite et il souhaite aussi que l'honneur de sa fille soit rétabli, ajoutant que le match ne faisait que commencer. Candide Renard accuse en effet un des candidats de l'émission Koh-Lanta de l'avoir agressé sexuellement lors du tournage de cette émission, une version contestée par son avocat. Vous êtes placé en garde à vue s'il existe des soupçons que vous ayez commis une infraction. À partir du moment où vous ressortez libre, après une seule audition de quelques heures, sans la moindre poursuite, sans la moindre convocation, c'est que les policiers estiment qu'il n'existe plus aucun soupçon à votre encontre. Parce qu'il faut que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Comment et pourquoi cette jeune fille a porté de telles accusations alors qu'on a des éléments objectifs qui démontrent que sa version est inconciliable avec la réalité.
La tension est un peu retombée aujourd'hui dans la bande de Gaza. Seulement quelques dizaines de Gazaouis ont manifesté près de la frontière israélienne. 2 Palestiniens ont toutefois été tués par des tirs israéliens. Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron a téléphoné à Benjamin Netanyahou pour lui faire part de sa vive préoccupation et l'importance de la protection des populations. Et pendant ce temps, au Conseil de sécurité de l'ONU, le Koweït a présenté un projet de résolution pour offrir une protection internationale aux civils palestiniens. De leur côté, les États-Unis ont apporté un soutien sans faille aux Israéliens, l'ambassadrice américaine à l'ONU affirmant qu'Israël avait fait preuve de retenue. Je demande à mes collègues du Conseil de sécurité qui accepterait ce type d'agissement à ses frontières. Personne. Aucun pays présent dans cette salle agirait avec autant de retenue qu'Israël ne l'a fait. Ceux qui suggèrent que les violences à Gaza ont quelque chose à voir avec la nouvelle localisation de l'ambassade se trompent, car la violence vient de ceux qui contestent l'existence de l'État d'Israël. Voilà, j'ajoute qu'une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunira vendredi pour examiner la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens. Les joueurs de l'Olympique de Marseille sont arrivés cet après-midi à Lyon. C'est en effet demain qu'ils disputeront la finale de la Ligue Europa face à l'Atlético Madrid, un match qui sera d'ailleurs au passage placé sous très haute sécurité. Et quel temps fera-t-il ? Bien, demain matin, ce sera gris au sud et, à part d'ailleurs le golfe du Lion, et plutôt ensoleillé au nord et avec des températures matinales de 7 degrés à Aurillac, à 13 degrés pour pratiquement tout le pourtour méditerranéen. Bon, ça remonte doucement mais sûrement. Merci Rachida. Tout à l'heure, 21h30, évidemment, vous revenez sur ce plateau. Madame Elvire Marin, notre invitée ce soir, magistrate vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. Patrick Maisonneuve, avocat, auteur de Justice et politique, Le couple infernal aux éditions Plomb. Merci à tous les deux d'être là ce soir, rejoint par Bruno Jeudi. Il l'avait dit, Jérôme Cahuzac, au premier jour de son procès en appel au mois de février. J'ai peur d'aller en prison. C'est une victoire de la défense, ce jugement en appel aujourd'hui, maître ? En tous les cas, tout est possible aujourd'hui parce que le juge d'application des peines va être saisi et rien n'est acquis en ce qui concerne Jérôme Cahuzac. C'est vraiment le juge d'application des peines qui prendra une décision. Et je crois que ses avocats ont d'ailleurs dit qu'il y avait un nouveau front qui s'ouvrait, à savoir l'exécution de cette peine. Je rejoins pas celles et ceux qui parlent de laxisme ou d'une décision indulgente. C'est une décision qui est lourde en matière financière, en matière de fraude fiscale. Je mesure bien qu'il s'agit de l'ancien ministre du Budget, je vais pas revenir sur l'histoire, les mensonges, etc. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans les fourchettes hautes en termes de peine, que ce soit la peine de prison, parce que lorsqu'on parle de 2 ans, c'est 4 ans, dont une partie avec sursis, mais c'est quand même 4 ans d'emprisonnement. Nous sommes pratiquement au maximum de l'amende à 300 000 euros d'amende. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'exécution de la peine et devant le juge d'application des peines, Jérôme Cahuzac sera amené à faire la démonstration qu'il a commencé à exécuter la peine d'amende. Ça sera un des éléments que le juge d'application des peines va regarder. Ce que vous nous dites, c'est que 4 ans pour de la fraude fiscale, tant qu'effectivement il n'y a pas eu de violence, d'atteinte aux intérêts de quelqu'un, pas de sang. Non, mais je dirais simplement qu'en ce qui concerne la fraude fiscale, la fraude fiscale, nous sommes quelques-uns effectivement à être intervenus dans ce type de dossier. Nous sommes à des hauteurs financières qui sont dans une moyenne, je dirais. Même haute, mais pas très haute finalement, et donc la peine est à la mesure de l'émoi que ça a suscité, parce qu'effectivement, le contexte est particulièrement lourd. Je voudrais dire aussi une chose, c'est que j'ai entendu qu'on parlait de justice à 2 vitesses, de puissants et de moins puissants. Mais Jérôme Cahuzac, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il fasse partie des puissants. Jérôme Cahuzac est quelqu'un de profondément isolé. Il l'a été probablement à une époque, mais il n'est certainement pas aujourd'hui. Et donc les magistrats qui ont rendu cette décision n'ont certainement pas été animés par une préoccupation, une situation de puissance de M. Jérôme Cahuzac. Il n'empêche, ça fait réagir, Madame Siermarin, ça fait réagir. Certaines voix déplorent que la justice, finalement, n'est pas indépendante. Comment y croire ? Comment croire à cette indépendance ? On parle d'une justice à 2 vitesses, de ces cols blancs qui ne sont pas condamnés, qui ne passent jamais derrière les barreaux. Et forcément, ça fait le débat, ça fait débat. Oui. Il faut remarquer quand même que sur toutes les condamnations pénales, les infractions économiques et financières, dont la fraude fiscale, mais les abus de biens sociaux, la corruption, etc., représentent moins d'1% des condamnations pénales. En revanche, et ça c'est Eliane Houlette, le procureur national financier, qui l'a dit,
la fraude fiscale représente entre 60 et 80 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est le montant du déficit public de la France. Alors, vous voyez, c'est quand même considérable du point de vue de l'économie française. Avec cet argent qui est fraudé, on pourrait construire des hôpitaux, des écoles, etc. Alors maintenant, la peine de M. Cahuzac, elle était de 3 ans en premier ressort. Elle est maintenant effectivement de 4 ans, mais en réalité, il y a 2 ans ferme, ce qui veut dire que, à partir de 2 ans, jusqu'à 2 ans, en fait, les gens peuvent faire leur peine autrement qu'en prison. Exactement. En fait, ce qu'il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs, si vous me permettez, c'est que c'est une sorte de calcul, enfin de tactique, de manœuvre, je ne sais pas comment on peut qualifier ça précisément, de manière à effectivement accentuer la peine, l'enveloppe globale pour une peine assez sévère. Exactement, pour qu'il n'y ait pas de peine derrière les barreaux. Absolument, il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Il n'a pas été, la Cour aurait tout à fait pu dire, il a 4 ans, dont 2 ans ferme, mais on met un mandat de dépôt, il serait parti directement en prison. Il n'y a pas eu de détention provisoire, bref, il n'y a pas eu un jour de prison dans cette affaire. La Cour a quand même dit qu'il n'y avait pas d'aménagement de peine à son niveau. Absolument, absolument. Donc il peut bénéficier quand même maintenant parce qu'il faut présenter des garanties de réinsertion devant un juge d'application des peines, comme vous l'avez très bien dit, mais il peut avoir un bracelet électronique ou une semi-liberté. Si Jérôme Cahuzac... Alors attendez, bracelet électronique ou semi-liberté, ça veut dire qu'on est un centre dans lequel il doit se présenter le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas circuler comme vous voulez, si vous voulez, c'est uniquement chez vous ou dans un périmètre. Et semi-liberté, vous devez dormir dans un centre. On peut quand même imaginer que si M. Cahuzac, lui, n'a pas de semi-liberté ni de bracelet électronique, je ne sais pas quel condamné on aurait. On n'imagine pas qu'il va récidiver, on n'imagine pas qu'il va s'enfuir à l'étranger. Il rentre dans les conditions. Il rentre largement dans les conditions. Et il devrait bénéficier de cet aménagement de peine. J'ai entendu quand même ces avocats, chez vous d'ailleurs, Jean-Alain Michel, dire qu'il fallait aussi, vis-à-vis du juge d'application des peines, présenter un projet, qu'il y avait effectivement des garanties. Il les a, les garanties. Il y a le paiement de l'amende, ça va être un problème, en tous les cas, si c'est pas un paiement. À ce sujet d'ailleurs, Jérôme Cahuzac est arrivé devant la juridiction en ayant payé intégralement les pénalités fiscales, y compris les intérêts. J'allais dire quand même que c'est le minimum, non, maître? Non, certains arrivent devant le tribunal sans avoir payé les pénalités fiscales, sans payer les impôts, ils l'avaient fait. C'est un des éléments de réflexion pour la juridiction. On était à un niveau de responsabilité au sein du gouvernement, il était quand même chargé, accessoirement, de poursuivre les fraudeurs. Il y a eu mensonge devant l'Assemblée nationale, devant le président de la République. On est à 3,5 millions d'euros de fraude. Donc c'est une somme absolument considérable quand même. Donc effectivement, 3,5 millions d'euros de fraude. Vous savez, moi je suis au tribunal, je vois des comparutions immédiates, je sais bien qu'il n'y a pas lieu de comparer, mais enfin quand même je suis un juge économique et financier et je vois en face de moi les comparutions immédiates. Bon, pour un vol de scooter, on va en prison, c'est tout. Maintenant, pas nécessairement. Et c'est très bien si M. Cahuzac peut, évidemment, de façon humanitaire, peut ne pas aller en prison. Mais en même temps, c'est quand même un préjudice énorme. C'est quand même un préjudice énorme. On va voir le message que ça peut envoyer à l'opinion publique, Bruno Jeudi. C'est un préjudice énorme et puis il faut revoir le scandale que ça a représenté par rapport à la fonction qu'il occupait, c'est-à-dire ministre du budget, chargé justement de lutter contre la fraude fiscale, et c'est lui qui a été pris la main dans le sac après avoir menti. Mais c'est vrai que la première, au-delà de ce qui fait qu'il a été condamné, c'est-à-dire la fraude fiscale, je pense que la principale, ce qui a été aggravant pour lui, c'est le mensonge. Alors justement, c'est le mensonge qui a été aggravant. Et de ce point de vue-là, il a à la fois eu le bannissement politique et le bannissement social. C'est ça qui est médiatique, évidemment. Est-ce que les juges ont effectivement retenu ça comme élément aggravant, comme circonstance aggravante, qu'il était ministre, qu'il ait menti devant la représentation nationale? Je crois que les attendus de la Cour d'appel de Paris sont particulièrement sévères en ce qui concerne le comportement de M. Cahuzac, que ce soit l'infraction elle-même, sa situation de ministre, les mensonges vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Je crois que la Cour d'appel stigmatise effectivement ce comportement. Ceci dit, aujourd'hui,
on peut éventuellement dire M. Cahuzac va aller passer quelques mois en prison au sens de la punition, parce que ce serait simplement au sens de la punition, parce qu'il ne s'agit pas ici de réinsertion ou de risque de réitération ou quoi que ce soit. Donc ce serait vraiment sur le thème de la sanction. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est une question qu'on peut se poser. Après tout, chacun peut avoir son opinion sur ce point. Est-ce que la sanction financière n'est pas aussi importante dans ce domaine-là, et l'amende, alors sur un plan médiatique, mais l'amende de 300 000 €, on est dans des plafonds. Ça a un sens, l'amende. Oui, mais ça fait quand même, pardonnez-moi, ça fait quand même 20 ans qu'aucun ministre n'est allé en prison pour un défaut de probité. C'est vrai qu'on les compte sur les doigts d'une main. J'ai regardé depuis. Quel signal ça peut envoyer effectivement à l'opinion publique? Quel message cela peut envoyer? Alors d'abord, je pense, j'ai regardé, sur les 30 dernières années, il y a 5 personnalités politiques de haut niveau et des ministres qui sont allés en prison, parfois de manière très brève. Dominique Strauss-Kahn, 4 jours. Mais Alain Carignan, 29 mois. Et Bernard Tapie. Bernard Tapie, 6 mois. Et si on remonte un peu plus loin, Jacques Médecin, 1 an. Et puis Boucheron, quelques jours. Donc c'est vrai, mais c'est très rare. Vous avez raison, c'est extrêmement rare. Et c'est vrai que l'opinion, elle peut se poser la question. Moi, je suis plutôt d'accord avec Maître Patrick Maisonneuve. La peine n'est pas légère. Après, j'allais dire, il a ce qu'il mérite, Cahuzac. Et au fond, j'allais dire sa peine, le bannissement, il le vit déjà dans sa solitude. La sanction, elle est permanente depuis ces révélations. Oui, là, c'est tout de suite. C'est vrai, mais ça dénote en même temps la force de la justice financière, parce que c'est vrai que depuis le procureur national financier, il faut reconnaître que les affaires sortent et il y a 500 procédures en cours qui sont sous enquête, instruites, etc. Bon, mais en même temps, la faiblesse aussi de cette justice qui manque énormément de moyens. Au parquet financier, il manque plusieurs magistrats, surtout les enquêteurs et les greffiers. Et les brigades financières manquent énormément de moyens. Les policiers, un manque de moyens, on l'entend, mais est-ce que c'est vécu comme un camouflet pour le parquet national financier? Je crois pas. Je crois que le parquet national financier, d'ailleurs l'avocat général avait dit à l'audience, Monsieur Cahuzac, vous croyez défendre l'intérêt public et en fait vous allez devenir une jurisprudence, ce qui est absolument terrible. Mais en même temps, pour le parquet financier, ça veut dire que en premier ressort, ils avaient demandé 3 ans ferme. Ils ont eu 3 ans ferme. Et effectivement, on sait bien que la Cour d'appel, qui est une juridiction de contrôle en matière économique et financière, ce qui n'est pas du tout le cas en matière de droit pénal général, escroquerie, vol, etc., en matière économique et financière, a souvent tendance, en fait, à rejuger de cette manière-là, en mettant une enveloppe pour montrer la sévérité, mais sans envoyer vraiment les gens. Les juges qui s'inscrivent dans un courant de dépénalisation de la vie financière. Non, parce qu'il peut y avoir des aggravations du côté de la Cour d'appel. M. Thévenoud a été notamment aggravé par la Cour d'appel, par rapport à la décision qui a été prise par le tribunal. Je crois qu'en matière financière, là, c'est une décision de la Cour d'appel qui est assez lourde. La préoccupation qu'on peut avoir en matière financière depuis maintenant de nombreuses années, ce sont les poursuites, effectivement. La question qu'on peut éventuellement se poser aujourd'hui, est-ce qu'il faut maintenir oui ou non le filtre au niveau de l'administration fiscale? Parce qu'aujourd'hui, pour poursuivre quelqu'un sur le plan fiscal, il faut, j'allais dire, l'autorisation de la commission d'infraction fiscale, donc le verrou de Bercy, dont on parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, oui ou non, le supprimer? Comment? Il n'est pas prêt de sauter, apparemment. Apparemment, j'ai cru comprendre aux dernières informations. C'était pas dans le projet, en tous les cas. Ça, c'est vrai. Mais ça veut dire que le procureur, en fait, c'est la seule matière, ou le procureur en matière de défense aussi, de trafic d'armes, mais c'est la seule matière où le procureur de la République n'a pas l'autorisation en lui-même d'exercer des poursuites. Et d'ailleurs, dans ces matières, souvent, ce sont les parties civiles, bien avant le parquet, qui bougent avec les associations, etc. Et ce verrou de Bercy, toutes les associations, en fait, qui sont contre la fraude fiscale, souhaitent le supprimer pour que le procureur de la République, qui peut vous poursuivre pour un vol de crayon, puisse également poursuivre les fraudeurs, encore une fois les fraudeurs fiscaux, qui, en ce qui concerne l'intérêt public, créent un préjudice absolument énorme. J'entends ce que vous dites tous les deux, mais maître, comment ça va se passer maintenant? Tous vos clients condamnés pour fraude fiscale n'iront plus jamais en prison, en quelque sorte? Ils vont vous opposer à chaque fois la jurisprudence Cahuzac? Non, mais ça, c'est une décision d'une composition de la Cour d'appel. Ah bah oui, mais dans la même forcément, j'ai été habitué à avoir des décisions totalement contradictoires et très distanciées
dossiers les unes par rapport à les autres. Ça ne crée pas une jurisprudence. Mais ceci étant dit, c'est vrai que s'il y avait une peine d'emprisonnement ferme qui avait été prononcée, imaginons, eh bien, M. Cahuzac aurait pu demander au bout de quelques semaines, ou peut-être au plus quelques mois, une libération anticipée, un bracelet, ce qu'on dit à l'instant. Donc, quel était finalement l'enjeu? Est-ce qu'il fallait que M. Cahuzac, sur le plan du principe, aille, oui ou non, quelques semaines en prison pour satisfaire finalement quoi? Un peu nos concitoyens, l'opinion publique, pour dire qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que ça compte pas quand on peut se retrouver derrière les barreaux après avoir chippé des bons de réduction? La vertu symbolique de la justice, elle est extrêmement importante en même temps, et c'est un signal qui peut être donné. En prison pour des délits mineurs, c'est ça qui me paraît pas vraiment justifié. Parce qu'on ne va pas dire d'un côté, effectivement, il n'y a pas de prison pour la délinquance en col blanc, mais il y a de la prison pour... Le problème, c'est trop de prison pour les délinquants mineurs. C'est peut-être sur ce terrain-là que tout le à problème fait. se pose. Et puis aussi que les infractions financières bénéficient de moyens et de poursuites qui soient à la hauteur de la gravité de ces infractions. Pour la petite histoire, c'est quand même une loi, je crois, de 2009 sur l'aménagement des peines inférieures à 2 ans qui permet ce soir à Jérôme Cahuzac d'échapper peut-être, a priori. Mais il semblerait que le nouveau gouvernement, en tout cas le président de la République, aurait annoncé que dans le projet de réforme, il y aurait un abaissement à 6 mois. Non plus 2 ans, mais 6 mois. On a dit 1 an, mais on l'a annoncé quand même 6 mois. Enfin, c'est annoncé. Bon, les annonces... Une loi de 2009 votée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui épargne finalement un ancien ministre de François Hollande. Bruno Jeudi, il y a quand même juste 2 mots. François Hollande, il a réagi. Tiens, on l'écoute, si vous le voulez bien. Non, je n'avais avoir aucun regret sur ce qu'a été mon attitude. J'avais dit à Cahuzac que j'attendais qu'il dise très clairement ce qu'était la vérité, et il ne l'a pas dite. Et non seulement il avait menti au président de la République, au Premier ministre, mais à la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale qui l'écoutait et qui voulait savoir ce qu'était la réalité de ces fameux comptes. Et donc c'était extrêmement douloureux de voir un homme qui avait des compétences, sans doute beaucoup de talent, et qui mentait effrontément, et qui donc devait subir les foudres de la justice et être écarté. Si j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir écarté plus tôt. Il a estimé aussi que la faute qu'il avait commise était grave et que la justice avait donc prononcé une sanction exemplaire. François Hollande, après coup, cette réaction. Beaucoup d'amertume, parce qu'il commence par dire « je n'ai pas de regret » et il termine en disant « si j'ai un regret ». Donc il a énormément de regrets dans cette affaire. Il a été mis en garde notamment par Edwy Plenel, le patron de Mediapart, qui a fait les révélations. Il n'a pas cru, comme beaucoup de monde au fond. Ça paraissait complètement invraisemblable au départ, l'histoire de Jérôme Cahuzac. Et c'est vrai que François Hollande a nourri beaucoup de regrets, d'autant plus qu'il est venu lui mentir dans son bureau, qu'il a menti également devant la représentation nationale, et qu'au fond, jusqu'à temps qu'il soit convoqué, j'allais dire les preuves sous les yeux, Cahuzac a tenté d'échapper finalement à son propre mensonge. Personne n'y a cru. Personne n'y a cru, bien sûr. Il n'y a pas très longtemps, un ancien parlementaire, qui est ancien juge, M. Fenech, qui avait eu des entretiens avec M. Cahuzac à l'époque, et qui n'a pas cru un instant à l'époque aux accusations qui étaient portées contre M. Cahuzac. Je crois que personne n'y a... Oui, bien sûr. Non. Je vais vous reposer la question, parce qu'effectivement... Mais il avait été mis en garde, François Hollande. C'est ça surtout. Je pense qu'il a des regrets parce qu'il avait été mis en garde en amont. Et bon, voilà, il n'y a pas cru, lui. Selon vous, il ne fallait pas, en tout cas, un message fort de la justice pour envoyer un message aux politiques tentés par la fraude? On est dans le nouveau monde voulu par... Il y a un message. Vous savez comment ça se passe. Le message, c'était l'image, c'était... L'incarcération. L'incarcération de Jérôme Cahuzac. Je ne suis pas un adepte de ces messages-là. Sur l'incarcération. Il y a 4 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. D'ailleurs, le parquet national financier ne fait pas de pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a été rendu aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont annoncé. Absolument, c'est ce qu'ils ont annoncé par rapport à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Donc, apparemment, tout le monde a l'air satisfait de cette décision. Ça a quand même largement dévasté la classe politique, cette affaire. Il y a un retentissement énorme. Et c'est vrai, le fait qu'il échappe à la prison. Il échappe. Laissons le juge d'application des peines. Oui, mais c'est assez probable. Mais c'est Cahuzac qui a été à l'origine du parquet national financier. C'est dire c'est pour ça que la contradiction, elle est aussi dans les esprits. Et c'est aussi, par exemple, une affaire comme l'affaire Fillon qui a complètement détruit une campagne présidentielle. Donc, qui est au point mort quand même de manière assez scandaleuse depuis un an.
Merci en tout cas d'être venu commenter ce soir cette décision de justice. Merci à tous les deux, Maître Maisonneuve, Madame Sirmarin. Merci beaucoup. Bruno Jeudi, à tout de suite. Le Proche-Orient, bien entendu. La tension sur place, les réactions aussi à l'international. On y vient dans une petite minute. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. My favorite song, sung on the streets, an open hand to shake the hand of everyone I meet. What will we war? What will fight battle? I could be faithful, general. Flower by Kenzo, pour un monde plus beau. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Ami, la playa. Transition, la lumière se contrôle. Découvrez notre offre Transition sur lumière-secontrôle.fr. Ce produit est un dispositif médical. Cette noisette, nous l'avons minutieusement sélectionnée et torréfiée jusqu'à la perfection pour l'allier à une amande et une cranberry éclatante. Tout cela pour les cacher sous un délicieux chocolat au lait? Non. Pour nous, chaque ingrédient, chaque carré de chocolat est unique et mérite d'être longuement admiré. Ou pas. Les recettes de l'atelier de Nestlé, visiblement authentiques. Flower by Kenzo, pour un monde plus beau. Problème de store? Appelez Reparstore. Trouvez le centre le plus proche de chez vous sur reparstore.com. Devis gratuit et intervention rapide. Problème de store? Appelez Reparstore. Et si on réinventait la recherche immobilière? Avec bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement. Maman, je vais rater ma compète là. J'arrive. Salut Catherine, ça va? Maman, dépêche-toi. Vous inquiétez pas, je m'en occupe, Catherine. Parce qu'une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Roulez surclassé avec le SUV 2008 style à partir de 139 € par mois et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Elle est sympa, cette voisine. Trouvez le plus beau cadeau pour la plus belle des mamans avec Swarovski. Le 2 roues motorisé? Il a bien changé. C'est plus facile. Plus pratique. Plus sûr. Ça donne envie d'aller à l'école. 2 roues. Un moteur. Que du bonheur.
Et du 24 au 26 mai, c'est que du bonheur en concession. On est vite un peu perdu sans mobile. Orange vous prête un mobile en 24 heures en cas de casse, de perte ou de vol. Orange. J'adore. Dior. Bonjour, je suis Bianca. Bonjour. Les enfants ont des habitudes différentes, mais quand il s'agit de vêtements, ils sont tous pareils. Mais la nouvelle Bianca de Candy est impressionnante. Vous pouvez laver tous les types de textiles en moins d'1 heure. Nouveau lave-linge Bianca de Candy, simple et intuitif. J'adore. Enjoy. Dior. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Deuxième partie de News et compagnie, on est au Proche-Orient. Ce soir encore, la communauté internationale s'inquiète après les violences et le lourd bilan côté palestinien hier dans la bande de Gaza. Des violences encore aujourd'hui, on va y revenir avec les réactions. Bien sûr, on va être à New York dans une petite seconde. J'accueille mes invités. Caroline Galacteros, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de géopolitique, présidente du think tank Géopragma. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Ofer Bronstein. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président du Forum international pour la paix, ancien conseiller du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Merci d'être là. Georges Malbruno, bonsoir à vous et bienvenue. Georges Malbruno, vous êtes grand reporter au Figaro. Merci à tous d'être là. Rachid Mbarki d'abord pour les titres à 21h30. Et on commence par ce témoignage ce soir sur BFM TV. Il s'agit du témoignage d'un des policiers qui a neutralisé Rasmat Azimov samedi soir à Paris. Le terroriste avait déjà à ce moment-là tué un passant et poignardé plusieurs personnes lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec ce fonctionnaire. Il marche vers nous, donc d'un pas déterminé, hein. Donc en criant je vais vous planter, tire. Quand il arrive sur moi à peu près à 4-5 mètres, là je déclenche le tir. Le taser n'a pas été efficace, ça n'a pas fonctionné. Donc à partir du moment-là, un de mes collègues comprend tout de suite que ça commence à être dangereux. Donc il sort son arme, il touche mon collègue au niveau du torse. Donc, et mon collègue là il riposte et il tire. Et donc ils tombent tous les deux, il emporte mon collègue au sol. Donc l'individu sur mon collègue, il arrive à se relever, il fait quelques pas en titubant et là il tombe sur le dos et donc après il convulse un petit peu et je comprends là il bougera plus. Il aurait pu avoir un carnage, il aurait pu continuer dans la rue parce qu'on était un samedi soir donc il y a beaucoup de monde. Hein. Donc voilà, qu'il y a encore d'autres blessés ou d'autres morts. Voilà un témoignage recueilli par Sarah Lou Cohen et François Pitrel. J'ajoute que les parents du terroriste qui était en garde à vue ont été remis en liberté ce soir. En revanche, la garde à vue a été prolongée pour l'ami luxembourgeois du terroriste. Jérôme Cahuzac a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment. L'ancien ministre du Budget pourrait échapper toutefois à la détention si le juge d'application des peines décide un aménagement. La tension est un peu retombée aujourd'hui dans la bande de Gaza. Seulement quelques dizaines de Gazaouis ont manifesté près de la frontière israélienne. Toutefois, 2 Palestiniens ont encore été tués par des tirs israéliens. Et puis les joueurs de l'Olympique de Marseille sont arrivés à Lyon. C'est en effet demain qu'ils disputeront la finale de la Ligue Europa face à l'Atlético Madrid. Un match qui sera placé sous très haute sécurité. Ainsi va l'actualité. Place à News et compagnie, deuxième partie.
La situation extrêmement tendue au Proche-Orient. On y vient avec nos invités ce soir sur ce plateau. Georges Malbruno, Ofer Bronstein, Caroline Galacteros, Bruno Jeudi qui nous a rejoint. On va d'abord, si vous le voulez bien, aux États-Unis, à New York, rejoindre Cédric Fesch pour BFM TV, parce qu'il y avait réunion du Conseil de sécurité de l'ONU tout à l'heure. Bonsoir Cédric, correspondant pour BFM TV à New York. L'ambassadrice américaine à l'ONU n'a pas fait dans la demi-mesure, si j'ose dire, en réaffirmant son soutien inconditionnel à Israël, le soutien évidemment des États-Unis. Oui, et l'ambassadrice américaine à l'ONU a même dit qu'aucun pays des Nations Unies n'aurait agi avec autant de retenue qu'Israël hier à Gaza. Et pour le ministre des Affaires étrangères Mike Pompeo, côté palestinien, le Hamas donc a intentionnellement et cyniquement provoqué cette réponse et Israël a le droit de se défendre. La majorité de la communauté internationale reconnaît bien sûr à Israël le droit de se défendre, mais comme la France, je cite, condamne les violences disproportionnées des forces armées israéliennes qui ont tiré à balles réelles et réclame une enquête. La France demande aussi aux manifestants palestiniens d'éviter tout débordement et, je cite, met en garde ceux comme le Hamas qui chercheraient à instrumentaliser ces manifestations et menacer la sécurité d'Israël. C'est en fait une guerre de tranchées à l'ONU où chacun reste sur ses positions. Israël, d'un côté soutenu par les États-Unis, estime normal d'avoir tiré à balles réelles sur la foule qui s'approchait de sa frontière et estime légitime que Jérusalem soit reconnue comme sa capitale par les États-Unis. Et puis d'un autre côté, la communauté internationale qui, elle, regrette que les Américains aient rompu le consensus qui veut qu'il n'y ait pas d'ambassade à Jérusalem tant que le partage de la ville sainte n'est pas réglé. Et elle déplore aussi la violence de l'armée israélienne, même si elle n'est pas dupe du rôle du Hamas derrière les foules de Palestiniens. Cédric Fesch en direct de New York pour BFM TV. Merci à vous. Ofer Bronstein, vous qui avez œuvré pour la paix, ancien conseiller du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, Mahmoud Abbas qui vous a remis en 2011 un passeport palestinien. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de la situation ? Encore 2 Palestiniens tués aujourd'hui dans la bande de Gaza. On parle évidemment du bilan d'hier très lourd. Comment vous voyez les choses aujourd'hui ? Bien entendu que pour nous, militants de la paix, nous sommes profondément attristés, profondément touchés par encore une fois une escalade de violence entre Israéliens et Palestiniens. Je suis ravi des dernières nouvelles de ces dernières heures, disant qu'il y a un accord entre l'Égypte, Israël et le Hamas qui apparemment a été obtenu. Les Égyptiens vont enfin ouvrir la frontière égyptienne de Rafah, surtout aux biens, mais j'espère aussi aux personnes, aux Gazaouis. Et Israël va rouvrir sa frontière de Keren Shalom qui permettra à une aide humanitaire de pouvoir pénétrer dans Gaza, qui est presque la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Vous savez, le terrorisme se nourrit de la frustration, se nourrit de la pauvreté, se nourrit de la misère. Et les Gazaouis vivent dans une situation humanitaire catastrophique. Il n'y a presque plus d'eau potable à Gaza. Il y a de l'électricité que quelques heures par jour. 2 tiers des jeunes de Gaza sont au chômage. Une grande majorité de la population de Gaza n'est jamais sortie de Gaza. Et moi, j'ai vécu des périodes où on pouvait quitter Tel Aviv à 8h et être au bord de mer à Gaza à 8h45 et dîner avec des amis palestiniens. J'ai vécu une période où un début de réconciliation, une dynamique de paix existait. Donc, se retrouver dans cette situation où il y a tellement de haine qui est injectée dans le cœur des uns et des autres, où il y a des leaders, vous savez, au Moyen-Orient, il y a trois genres de leadership. Il y a les mauvais, il y a les très mauvais et il y a les très très mauvais. Et malheureusement, avec des leaders qui font du populisme, qui incitent leur population les uns contre les autres, qui ne donnent pas de perspective et d'espoir à leur population, et sans une intervention de la communauté internationale et surtout de l'Europe qui ne joue pas le rôle. Elle a le levier. Alors, on va y venir. Elle a le levier, mais elle ne le joue pas. On va y venir. Georges Malbruno, vous connaissez aussi très bien la région. Le Hamas aujourd'hui, étouffe les Gazaouites. Non, c'est pas le Hamas qui les étouffe, c'est ce qu'a dit Ofer, c'est le fait que les Gazaouis vivent dans une prison à ciel ouvert. Les pousse à aller manifester avec violence. Le Hamas ne les a pas dissuadés, les a probablement encouragés. Voilà, parce que le Hamas est dans une position difficile aussi, il a géré cette bande de Gaza. Votre carte est très intéressante, ça prolonge ce qu'a dit Ofer. J'étais moi correspondant à Jérusalem il y a 20 ans, il y avait 1 million d'habitants à Gaza. Aujourd'hui, on a près de 2 millions. À l'époque, effectivement, dans les années 94-95, on pouvait encore sortir quand on était palestinien. Aujourd'hui, lorsque vous êtes palestinien de Gaza, vous avez au sud un mur
sur l'Égypte, vous avez la Méditerranée dans laquelle vous ne pouvez pas aller pêcher, et de l'autre côté, vous avez une frontière de sécurité face à laquelle, eh bien, vous êtes impuissant. Donc, comme ça a été dit, c'est une prison à ciel ouvert. Cette crise, elle aura peut-être un mérite de rappeler qu'il faut que la communauté internationale cesse cette politique de l'autruche vis-à-vis de Gaza, qui effectivement... Alors, je réponds à votre question. C'était très commode parce que le Hamas gère Gaza, contrôle Gaza d'une main de fer, effectivement. Avec une petite restriction. C'est qu'il y a 20 ans, à l'époque où on était en Israël, à Jérusalem, le Hamas régnait aussi sur Gaza, enfin, mais il n'y avait pas de souches djihadistes. Aujourd'hui, le Hamas se fait déborder par des souches djihadistes, parce que le Hamas est obligé aussi de composer avec la situation, y compris avec les Israéliens. Alors effectivement, le Hamas a instrumentalisé, a encouragé, etc. Mais il y a eu une réaction disproportionnée. Mais il y a aussi une révolution de la part des... Et il y a aussi une révolution, donc vous nous le dites, parce que les Palestiniens n'en peuvent plus, parce que les Gazaouites sont étouffés, étranglés. Ils sont oubliés. Oubliés parce que... Nous, quand on parle des Palestiniens, c'est Mahmoud Abbas, c'est l'autorité palestinienne, c'est Ramallah. Mais on oublie cette bande de Gaza qui est un territoire complètement laissé à l'abandon. Et donc ça, effectivement, ça ne peut pas durer indéfiniment. La réaction d'Israël, elle est condamnée, ou en tout cas soutenue par les États-Unis. On a entendu l'ambassadrice, mais à l'international, on entend l'Europe, on entend évidemment des appels à enquêter aussi sur ce qui s'est passé réellement là, hier. On voit bien cette gêne, encore une fois, et on entend que Israël a attaqué, a répondu de manière exagérée, excessive. Oui, parce que l'application disproportionnée de la force, là, est assez claire. Et je trouve qu'il est ahurissant d'entendre Nikki Haley dire que l'Amérique a agi avec retenue et qu'on ne pouvait pas agir avec... que Israël a agi avec retenue et qu'on ne pouvait pas faire mieux, finalement. Voilà. Ça, moi, je trouve ça ahurissant. Maintenant, on est dans une surenchère. Et la décision, quand elle dit qu'il n'y a pas de rapport entre la décision de transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et ce qui vient de se passer, c'est même pas de l'aveuglement. Enfin, c'est un déni de réalité évident. C'est un signal qui est donné. C'est ça. C'est peut-être, j'allais dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que la colère des Palestiniens, l'amertume des Gazaouites, elle est là. Alors, il y a l'amertume, après il y a l'instrumentalisation, comme du côté israélien, comme vous l'avez très bien dit, par les uns et par les autres qui ont intérêt à monter. Voilà. Alors, on peut dire évidemment, il ne faut pas tirer à balles réelles contre des gens désarmés, ou en tout cas qui ne sont pas du tout armés dans les mêmes proportions. Maintenant, la question, je ne dirais pas des boucliers humains, mais c'est toujours la même chose, si vous voulez. On le voit dans d'autres pays, dans d'autres situations. On met les populations civiles, on les soit malgré elles, soit en les poussant à en arriver là. Et c'est vrai, c'est une prison à ciel ouvert, c'est une vie de désespoir, de la naissance à la mort. Maintenant, ça pose d'autres problèmes très profonds. C'est le problème de la gouvernance mondiale, du système international. Alors, on va y venir. Et de l'unilatéralisme total. On va y venir, on va élargir évidemment, mais je voudrais comprendre juste quelque chose et essayer d'expliquer à nos téléspectateurs, Ofer Bronstein. Ces manifestations dans la bande de Gaza, comment vous expliquez que la Cisjordanie, elle semble quand même sans réaction ? C'est très simple. Pas pour tout le monde. La Cisjordanie est dirigée par l'autorité palestinienne. Oui. Il y a, vous savez, ce qui est dramatique, c'est aussi le double langage des uns et des autres. La coopération sécuritaire entre Israéliens et l'autorité palestinienne est quotidienne. C'est la chose qui marche le mieux entre Israël et l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, le président palestinien, est déterminé pour des raisons qui lui sont propres, et il a raison, à ce qu'il n'y ait pas de violence et d'attentats qui viennent de Cisjordanie. Et il s'y tient. Il n'y en a presque pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a des attentats au couteau qui sont dramatiques, qui sont terribles, mais il n'y a plus les autobus qui explosent dans le centre de Tel Aviv ou de Jérusalem, comme on l'a connu au milieu des années 90. Donc il y a une détermination de l'autorité palestinienne, des forces de sécurité israéliennes et palestiniennes à empêcher qu'il y ait du terrorisme. De notre côté, Mahmoud Abbas a tout à perdre s'il va être débordé par sa propre population. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frustration. Vous savez, les Américains, c'était un couteau dans l'eau hier, l'histoire de l'ambassade
l'ambassade. C'est ça, c'est un cadeau C'était de la empoisonné. rigolade. C'est un bien cadeau sûr, empoisonné à Israël. Mais c'est ce bien que vous sûr, pensez, c'est vous de la pyromanie. Et vous savez, en plus, on parle d'inauguration de l'ambassade. Il n'y avait aucune inauguration hier. Il n'y avait aucune inauguration. L'immeuble du consulat est devenu l'immeuble de l'ambassade. Rien d'autre. Il n'y a pas une construction, un achat. Il n'y a rien. Si les Américains voulaient vraiment jouer un rôle constructif, en échange de... Jérusalem-Ouest est la capitale de l'État d'Israël, c'est reconnu par tout le monde. Il ne fallait pas le démontrer encore une fois. Par contre, si on donnait quelque chose en échange aux Palestiniens, un espoir, une perspective, et là où je pense que l'Europe et la France sont totalement défaillantes dans leur rôle. Alors justement, je vous donne la parole, vous nous jeter dans une seconde, mais qu'est-ce que dit l'Europe? Est-ce que la voix de l'Europe compte? On entend que Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron se sont parlé. Emmanuel Macron a évidemment réitéré ses craintes. J'ai posé la question à Emmanuel Macron lorsqu'il a reçu Mahmoud Abbas il y a 2 mois de ça. Je dis les Américains se sont marginalisés eux-mêmes à cause de cette intention de transférer leur ambassade à Jérusalem. Est-ce que ça n'est pas le moment pour l'Europe, pour vous, de jouer une carte, etc. Et Macron m'a répondu, non, je préfère la méthode, l'efficacité, etc., etc. On est encore effectivement face à une Europe impuissante. Qui veut parler à tout le monde et qui veut se mettre dans une Elle fait rien, elle paye donc l'autorité palestinienne, elle paye l'occupation qui se poursuit, mais il n'y a pas d'unité. Vous avez vu quand même aussi quelques petits pays d'Europe de l'Est, là, la Tchéquie et d'autres sont prêts à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il y aurait un rôle probablement à jouer pour l'Europe dans ce conflit, sachant que les États-Unis se sont, comme vous l'avez dit, se sont disqualifiés, ne peuvent plus apparaître comme un médiateur honnête. Les 2 derniers jours, c'est vraiment un constat d'impuissance qu'on peut dresser à la fois de la France, de l'Europe. Ça fait longtemps qui est désunie. Oui, mais là, qui est désunie, vous avez raison, Georges Mebrun, de rappeler qu'elle est même désunie sur la question, certes, c'est des petits pays. Et donc, au fond, on voit bien que Emmanuel Macron, qui se multiplie, qui a essayé d'appeler tout le monde. Hein. Et il y a même un le problème, c'est que ça débouche sur rien de concret. Le Premier ministre. Galacteros et Ofer Bonchai, je vous donne la parole. Pourquoi cette frilosité? Parce qu'on n'ose pas couper le cordon. C'est-à-dire, il y a un moment où il va falloir quand même se dire qu'on n'est plus des bébés, quoi. L'Europe, ça suffit, elle doit aussi donner le là. Elle doit donner, en tout cas, elle doit assumer l'idée de pouvoir compter en tant qu'elle-même. Ça pose plein de problèmes. Il n'y a pas qu'Israël et la Palestine. Il y a la situation vis-à-vis de l'OTAN, il y a la situation vis-à-vis de tout un tas d'autres théâtres de conflictualité et de sur l'Iran la semaine dernière. Pardon ? Sur la question de l'Iran la semaine dernière. L'Iran, voilà, exactement. Enfin, sur tous les sujets, on a le même problème. L'Europe est dans l'enfance stratégique et tant qu'elle ne se décidera pas à se dire, voilà, elle aussi a nous montré avons des intérêts. En fait, c'est la même chose vis-à-vis de l'Iran, c'est la même chose vis-à-vis de l'extraterritorialité du droit. Il y a tout un tas d'enjeux c'est la même chose avec l'OTAN, n'en parlons pas. Il y a tout un tas d'enjeux qui doivent être traités, mais qui renvoient à la même chose, c'est-à-dire une inhibition, une pusillanimité, mais structurelle. Et puis des divisions, évidemment, d'intérêts sur lesquels tout le monde joue. Il n'y a pas que les Russes qui jouent sur la division de l'Europe, les Américains font ça toute la journée. Donc il y a tout ça qu'il faut comprendre et sur lequel il faut prendre des décisions. Et pourquoi pas avoir pour une fois une France qui se mette un peu en avant, en avance de phase et cherche à entraîner. Alors on lui fera tout un tas de procès en égo, en tout ce qu'on veut, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, évidemment. J'ai suivi tous les présidents français depuis Mitterrand. Depuis Mitterrand. Il y a eu des politiques en 82, j'étais avec Mitterrand. Ensuite, j'étais avec Chirac. Ensuite, j'étais avec Sarko. Ensuite, j'étais avec Hollande il y a 5 ans. Ils disent tous la même chose. Israël, on va garantir la sécurité d'Israël. Israël est un grand ami de la France, etc. Les Palestiniens ont le droit à un État, à la souveraineté, à la dignité. À l'arrivée, walou, zéro. Ils ne se donnent pas les moyens de leurs ambitions, de leurs déclarations. Et c'est pas normal que la voix de l'Europe soit... Vous l'expliquez comment? Vous qui avez été aussi au cœur de négociations. Parce que je pense... regardez, c'est terrible. Regardez ce qui se passe. Vous nous invitez ce soir parce qu'il y a crise, parce qu'il y a mort, parce qu'il y a violence. Il y a un mois, le président Macron, le président de la France, a reçu le ministre de l'économie israélienne et le ministre de l'économie palestinienne. Personne n'en a parlé. Donc les choses positives. Le Premier ministre français... Vous vous souvenez, au CRIF, il ne s'est pas mouillé non plus, j'allais dire, Emmanuel Macron. Il a dit que Jérusalem... Pardonnez-moi. Le CRIF, c'est un autre débat. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a annoncé la couleur. Il a dit pas de... Mais qu'est-ce qu'il fait avec... Je vais vous donner un autre exemple. Dans 2 semaines, le Premier ministre Édouard Philippe va se rendre en Israël et en Palestine. 2 jours. Un jour en Israël, quelques heures chez les Palestiniens. Avec 4 ou 5 ministres français. Donc une
délégation importante. Est-ce qu'il a envisagé une seule fois de rencontrer des Israéliens et des Palestiniens ensemble. Des hommes et des femmes d'affaires qui veulent faire du business, de la société civile qui veut se parler, la majorité des Israéliens et des Palestiniens qui ne veulent plus de cette violence. Si vous permettez, il y a eu quand même une évolution. Vous avez fait la liste des présidents français, moi aussi je les ai suivis. Quand même depuis 10 ans, on insiste quand même, si vous voulez, la deuxième intifada en 2000, Israël a gagné à la fois la bataille de la communication, et le débat n'est plus un débat sur l'occupation des territoires palestiniens, mais un débat sur la lutte antiterroriste. Et dans ce débat-là, Israël a gagné. Il y a eu le 11 septembre 2001, et puis à Gaza, encore une fois, c'est le Hamas que nous avons étiqueté comme mouvement terroriste en 2003. Et donc on ne peut pas discuter avec le Hamas parce que c'est un mouvement terroriste, et donc on s'est enfermé aussi dans un piège. Et aujourd'hui, on est prisonnier de tout cela. Et donc la société, je dirais, politique française, probablement d'autres aussi, il y a eu un mouvement qui s'est fait de rapprochement à l'égard d'Israël. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de condamner. Macron l'a fait hier. Le Drian avait eu des mots sur appel au discernement. On se demande un petit peu ce que c'est que le discernement. C'est pas condamner qu'il faut, c'est reconnaître un État palestinien. Oui, ben ça, justement, je vais poser la question à Macron. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Ça fait 40 ans que la France n'est pas prête. Et elle le déclare, mais elle ne se donne pas les moyens de le faire. Parce que moi, je ne sais pas, hein, j'ai cru comprendre que Donald Trump devait présenter un nouvel accord de paix. Oui. Normalement. Personne ne croit que ce sera un accord de paix. J'espère qu'il va nous étonner. Avec deux États palestiniens. Il a un levier par rapport aux Israéliens maintenant. Il est adoré, il est adulé par Netanyahou, par les Israéliens. C'est le moment pour lui de dire, je vous ai donné l'Iran, je vous ai donné l'ambassade à Jérusalem. Maintenant, je veux un État palestinien, je veux arrêter les colonies. Je vous ai compris. Oui, mais là, ce serait vraiment le... Tout ça génère quoi, Caroline Galacteros? Que Israël va perdre petit à petit, ou est en train de perdre le soutien des opinions internationales pour longtemps, comme on a déjà connu ce schéma. Netanyahou s'en fout. Il y a, oui, Netanyahou de même que Trump s'en fout de faire de l'Europe, Trump s'en fout de l'Europe. Le problème pour les Européens, ce serait d'oser, enfin qu'il y en ait un qui ose l'impopularité, parce que de toute façon, quand on prend une décision comme ça, si le président français disait, voilà, je veux reconnaître, je considère qu'il faut maintenant reconnaître un État palestinien. Bon, évidemment, ça va être une levée. On ne fait rien facilement. Il faut oser. Même Laurent Fabius était quelque chose. Une rupture. C'est ce courage-là. Il y a une très grande frilosité, il y a une très grande fébrilité, on l'entend. Mais le problème, c'est aujourd'hui, c'est qu'il y a le contexte international. Enfin, le contexte plutôt arabo-musulman, il y a l'Iran, on l'a dit, depuis la semaine dernière, on en a beaucoup parlé. L'Iran a bon dos. L'Iran et les Palestiniens, il y a une espèce de mano, non? L'Iran ne protège pas les Palestiniens. L'Iran chiite parle. Vous savez, le monde arabe, les Palestiniens ont subi un viol collectif de la part du monde arabe. Ils se disent tous qu'ils sont pros, etc. Ils font des manifestations hier et après-demain. Mais à l'arrivée, ils sont pas là. C'est la Turquie et les C'est ça, c'est oui, la Turquie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël aujourd'hui. Et l'Afrique du Sud a rappelé son ambassadeur. Je pense donc dans 2-3 semaines, ça va se passer. Rien du tout. L'Iran joue la carte palestinienne comme tout le monde parce qu'elle fait diversion. Parce qu'elle a d'autres ambitions dans la région. Le monde arabe a oublié les Palestiniens. Les seuls que ça doit intéresser, et ça intéresse, ce sont les Européens et l'opinion publique israélienne. Et c'est sur eux qu'il faut travailler. Et donc vous avez un espoir ? Bien sûr. Vous avez Quelle un est espoir l'alternative ? À quelle échéance ? Pardonnez-moi, parce que j'ai l'impression que l'espoir est quand même... de plus en plus... Regardez, je pense que le leader palestinien actuel, comme le Premier ministre Netanyahou, leurs mois sont comptés. Et je pense qu'il y a un nouveau leadership qui va émerger. Là, le rôle de l'Europe est fondamental. Il est très important pour aider les uns et les autres à se parler, à tous les niveaux. Encore une fois, je déplore que des politiques françaises se rendent sur place et ne font pas des rencontres communes. N'encouragent pas les uns et les autres à faire des choses ensemble. En fin de compte, c'est les Israéliens et les Palestiniens qui vont devoir vivre ensemble. Et vous savez, résoudre le conflit israélo-palestinien, ça va apaiser toute la région. Ça va apaiser les rues de Paris, de Berlin, de Londres aussi. Merci, on espère. En tout cas, merci. Vous reviendrez pour commenter ce qui se passe dans cette région du monde. On suit ça de très près. Merci beaucoup à tous les trois. Georges Malbruno, Caroline Galacteros. Merci beaucoup. Enfin, Bronstein, Bruno Jeudi. Grand Angle, c'est à suivre chez Jean-Baptiste Boursier et ses invités. Très bonne soirée.